Go down. Salut les terriens. Salut les terriens. Notre invité principal ce soir, c'est Frédéric Lopez. Alors Frédéric Lopez, bonsoir. Vous êtes ici ce soir parce que je tenais à reconnaître mon erreur et à vous demander de m'excuser à vos débuts. Je vous avais dit qu'il fallait absolument que vous preniez un pseudo pour faire carrière à la télé, parce que Lopez, ça faisait trop concierge. Mais je me rappelle très bien. Eh bien, vous avez fait carrière avec un nom de concierge. On est deux. Ouais. Avec Jennifer. Avec Jennifer. Alors, formidable leçon d'espoir pour tous les Sanchez et tous les Gonzalez de France. Ceci étant, dans mon immeuble, on cherche une concierge, si vous avez quelqu'un de votre famille qui peut. Alors, en P2, nous accueillerons Samia Ghali. Samia Ghali, sénatrice PS des Bouches-du-Rhône, maire des 15e et 16e arrondissements de Marseille. C'est elle qui a demandé l'intervention de l'armée dans les quartiers contre la BAC. Toujours en P2, nous accueillerons Michel Onfray. Michel Onfray, le philosophe qui ne croit ni en Dieu, ni en la monogamie. Il faut dire qu'on n'a aucune preuve de l'existence de l'un et de l'autre. Enfin, en P3, après le zapping et Gaspard Proust, nous accueillerons notre invité du samedi 20h ce soir, Abdelak Edouk, aumônier musulman de la prison de Fleury-Mérogis. Voilà, l'émission s'appelle Salut les terriens et le groupe Les Gréments de Fortune. On commence avec les martiens de la semaine, tous ceux qui nous ont rendu verts cette semaine. Dans la dernière pub pour Chanel, Brad Pitt est mauvais comme un cochon. Mais bon, ne soyons pas injustes avec lui, faudrait quand même pas oublier qu'il a une grande carrière. Dans la pub Pringles, il était génial. Dans la pub Heineken, il était super. Sans oublier son chef-d'œuvre, la pub pour le Levitra, un médicament contre les pannes sexuelles. Quand on pense que Brad n'a jamais eu l'Oscar, non mais quelle injustice! Le président du Panama, Ricardo Martinelli, veut que son pays adopte l'euro. Incroyable! Voilà un pays plein d'avenir avec 10% de croissance, 2,5% de chômage et qui veut embarquer à bord de l'euro. Ça veut donc dire que le navire n'est pas en train de sombrer. Mais bon, renseignement pris, on apprend que Martinelli est surnommé El Loco par ses propres amis, c'est-à-dire le fou. Ah oui, ah bah on comprend mieux. Arnaud Montebourg veut que les Français puissent retourner travailler à la mine. C'était les corons. Même si c'est dangereux, même si c'est pénible, le prix des métaux précieux a tellement augmenté que ça serait rentable de prendre sa pioche pour creuser. À cause de la crise, certains Français ont déjà dû vendre leurs bijoux. Avez-vous des bijoux en or que vous ne portez plus? Mais bientôt, il faudra aller chercher de l'or là où il se trouve, c'est-à-dire au fond de la mine. Voilà, c'était les martiens de la semaine de Blacko et Grapp. Frédéric Lopez, rebonsoir. Alors, vous avez inventé, vous produisez et vous animez Rendez-vous en Terre Inconnue sur France 2, qui dépasse régulièrement les 8 millions de téléspectateurs. Un big up! Alors, l'autre jour, j'étais à TF1 avec un des dirigeants et je lui dis quand même, Lopez, il arrive à faire 8 millions avec Sylvie Testu, quand même, c'est pas Madonna. Et le mec me dit, c'est comme Intouchable, on comprend pas. J'adore la comparaison. Alors, le dernier épisode, justement, emmené Sylvie Testu traverser le désert. C'est là que vous avez croisé Guillaume Durand. Et puis, c'est dans cette émission que vous avez amené Gilbert Montagnier au Tibet. Parce que c'est bien utile d'aller si loin. C'est-à-dire? Bah, vous seriez à Fontainebleau, pour lui, c'était pareil. Vous avez également emmené Bruno Solo chez les Mongols. Alors, au début, il croyait qu'il était chez Énergie 12. Voilà, alors le prochain rendez-vous, c'est Rachida Dati chez H&M. Ça, c'est sûr que ça va lui faire un choc. Alors, Frédéric, sur France Inter, vous présentez tous les jours
De 11h à 12h25, on va tous y passer. Alors, on va tous y passer, on ne peut pas plaire à tout le monde. On a tout essayé, on n'est pas couché, on refait le monde. On demande qu'à en rire, on n'en peut plus de ces titres. Mais oui, mais vous savez que la veille de l'émission, on n'avait pas encore de titre, en fait. Ouais. Hein. Et la remarque que j'entendais le plus, c'était « Ah non, ça ressemble trop. Ça ressemble trop à ce qui existe. » Il y en Mais a finalement, plein. on l'a fait quand même. Et ça marche très bien. L'émission, on se régale. Hein. Et puis, toujours sur France 2, à partir du 31 octobre, vous présentez La parenthèse inattendue. Alors, le concept, c'est 3 personnalités qui sont réunies 24 heures dans une maison de campagne. Dans la première émission, il y a Adriana Carambeu, Garou et François-Xavier Demaison. Alors moi, entre 24 heures à la campagne avec Garou et manger de la bouse de vache séchée en Mongolie, je préfère la bouse de vache. Bah, vous avez tort, parce Ah que bon Garou, bah, vous le connaissez un peu ou pas? Un peu. C'est le meilleur ami qu'on rêve tous d'avoir. Hein. Ouais. Il n'y a pas de cynisme dans son regard, ni de... C'est ça que je reproche. Mais je comprends, c'est pour ça que je l'aime. On regarde à quoi ça ressemble. En fait, vous faites partie de ces êtres humains qui ont réalisé leurs rêves, ou certains de leurs rêves. Donc à vous écouter, je pense que ça peut être extrêmement inspirant. Et puis vous êtes tous à peu près de la même génération. Et vous n'avez pas du tout grandi sur, on va dire, dans le même monde. Parce que Adriana, pendant la guerre froide, vivait dans le bloc de l'Est. Et on lui racontait des tas de choses sur le bloc de l'Ouest. Vous avez grandi sur le continent américain. Parce que finalement, les Québécois, vous êtes plutôt des Américains qui parlent français, non? Ouais. Que des Français. Que ça. Et vous, vous êtes au milieu? J'ai grandi dans le bloc de foie gras. Ce qui explique ces petites rondeurs, en fait. Voilà la parenthèse inattendue, mercredi 31 octobre sur France 2. Voilà. Alors comment ça se passe? Vous leur fournissez la drogue ou il faut apporter la sienne? Eh ben moi, j'aimerais bien vous recevoir un jour dans cette Oh là maison. là, mais avec qui? Est-ce qu'on sait avec qui on va être? Non, vous ne savez pas. Ah non, mais attends. Il y a des gens avec qui vous ne voulez pas être, faites la liste tout de suite. Bah oui, mais moi la liste elle est longue. Bon, en tout cas, je peux vous dire un truc, c'est que eux ne savent pas avec qui ils se retrouvent, et puis ils vont apprendre à se connaître. Et vraiment, il y a eu des histoires incroyables. Ça baise? Ça filme pas la nuit, Ah. mais on a un ponton sur lequel les gens restent la nuit et Ah savent là pas ce qu'ils font. là. Alors vous connaissez un gros succès qui est une revanche sur une enfance gâchée et la récompense d'une opiniâtreté hors du commun, Frédéric. D'abord l'enfance, vous naissez le 4 avril 1967 à Pau. Votre père, pied noir espagnol, est croupier au casino et votre mère vous élève, ainsi que vos 2 sœurs. Je n'étais pas un enfant désiré et mon père n'incarnait pas la bienveillance, il n'était que dans le dénigrement et les coups. Il vous disait toujours « Quel bon à rien ce gosse !» C'est vrai que j'ai jamais entendu un seul compliment dans la bouche de mon père. J'en ai rêvé jusqu'à il y a encore 2 ans. Vous voyez, jusqu'à 43 ans, je pensais un jour qu'il allait me dire qu'il était fier de moi. Et puis j'ai arrêté d'y... Ouais. Voilà, et j'ai lâché prise et ça va beaucoup mieux du coup, à 43 ans. Mais on comprend maintenant pourquoi vous faites de la feel-good TV, quoi. Ben, c'est vrai que je suis obsédé par cette idée-là, c'est-à-dire qu'il y a des gens qui se débrouillent pour que vous vous sentiez mal en leur présence. Ouais. Voilà. Soit parce qu'ils sont agressifs ou ils vous rabaissent pour se mettre en valeur, etc. Et puis il y a des gens, vous savez pas pourquoi, vous vous sentez bien avec eux. Et moi, Ouais. j'avoue que je suis obsédé par ça. Et donc moi, je me sens bien avec vous, c'est pour ça que je suis content d'être On là. est content, on Mais se oui, sent c'est ça. bien. Non, mais c'est vrai. Et c'est content. Et donc, c'est vrai que je suis obsédé. Comme je n'ai connu que la malveillance quand j'étais gosse, c'est vrai que je suis obsédé par la bienveillance. Non mais votre père, c'est quelque chose. Parce que quand il y avait un fou rire qui l'agaçait, vous enfermez dans le KGB quand même. C'était pas de la rigolade. Je me souviens de ce fou rire, on avait 10 ans, et à un moment donné, allez savoir pourquoi, parce qu'il n'y a pas d'explication. Hein. J'ai pas d'explication aujourd'hui, Ouais. il est toujours vivant, il nous regarde peut-être, on n'a plus grand-chose à se dire, mais en tout cas, il y a un être humain à un moment donné qui empêche des gosses de rigoler et qui Ouais. me met dans le KGB. Bon, terrible. j'ai toujours pas compris. Ouais. Et, mais vous savez, la conséquence directe de ça, évidemment que je vais pas dire merci, hein, mais quand vous êtes un enfant et que vous grandissez dans la peur, parce que le mot-clé de mon enfance, c'est la peur, jusqu'à l'âge de 15 ans. Oui, c'est-à-dire eh ben, que tout peut péter à tout moment, quoi. voilà. Ouais, ouais. J'ai tout vécu de manière un peu tendue, mon anxiété est venue de là, et c'est pour ça que j'ai aimé la vie d'ailleurs, parce que à partir de l'âge de 15 ans, je me suis dit, mais le monde est moins hostile que ce que je croyais. Ouais. Alors, enfance nomade, vous déménagez 19 fois, vous êtes toujours le petit nouveau de la classe, et en mai 1981, votre famille emménage à Aigues-Mortes, vous avez 14 ans, et là, vous gagnez un cross. Je me rappelle que je reviens pas, je suis en tête. Moi, le bon à rien, vous vous rappelez. Donc, je suis en tête, je reviens pas. Mais jusqu'au bout, personne me double et j'arrive. Et là, Ouais. alors là, c'est énorme. Je connais tout le monde. Je monte sur un podium, il y a des applaudissements. Et là, quand vous commencez à toucher à Oui, ça, bah oui. là, c'est quand C'est c'est une bien, on y drogue dure, revient. Ah, ouais. ça- voilà. Alors là, c'est les premiers compliments de votre vie, quoi. Ben oui. C'est-à-dire, je me retrouve dans le journal local. Ouais. Les gens viennent me voir le soir en me disant que je suis formidable. J'ai jamais entendu ça de ma vie. Je savais même pas que ça existait. Alors, c'est à la grande mode que vous voyez une caméra pour la première fois. C'est 40 degrés à l'ombre. Caroline Tresca, qui fait escale une semaine. Et là, vous faites une photo avec Et je elle. me rappelle qu'elle signait sur un podium. Elle signait les autographes comme ça. Et si vous coupez l'image là, eh ben on a l'impression qu'elle pose pour moi. Vous voyez ce que je veux dire? Et le soir, en boîte de nuit, je la montre à tout le monde, quoi. Et d'un coup, ils me disent, elle est là. Et du coup,
je viens et je montre les photos, et à partir de là, elle accepte de poser pour moi, et de me dire que cette femme qui parlait à des millions de gens s'adressait à moi, le petit bon à rien, là, c'était un truc énorme, et ça a beaucoup joué sur mon estime de moi. Et voilà. Là, vous commencez à rêver. Pendant votre service militaire à Reims, vous allez à Paris, c'est le soir des Césars, vous dites, il pleuvait, nous étions derrière une barrière, poussés par les flics, les acteurs défilaient sur le tapis rouge, bien à l'abri. Pour la première fois, je ressentais ce qu'était une caste. Il y avait celle de ceux qui ont tout et celle de ceux qui n'ont rien. Donc, votre J'adore le ambition- temps que vous prenez pour le dire, mais je l'ai vécu comme ça. Oui. Et je me rappelle avoir ressenti quelque chose de très bizarre. Non pas j'aimerais être à leur place ou j'aimerais les interviewer, mais je comprenais pas pourquoi eux, ils étaient à l'abri et pas nous. Et je crois qu'aujourd'hui, la chance que j'ai eue dans mon existence, c'est d'avoir réussi à pouvoir parler à un président en exercice et à une dame qui vit dans la jungle, qui n'a Ouais. jamais vu autre chose que C'est des vrai. arbres. Alors voilà, vous commencez sur Autoroute Info. Oui, et toutes les 7 minutes, je disais tout va bien sur l'autoroute à 40. Donc là, je rêvais de voir le monde et là, je devenais fou. Hein, et donc voilà. Ensuite, Télé Lyon Métropole, M6 zone interdite, LCI. En 2000, vous refusez Love Story. Vous débarquez sur France 2 pour Alors Heureux et Comme au cinéma. Et en 2003, vous êtes viré. Alors là, c'est la galère. Hein. Là, c'est le chômage et la psychanalyse, quoi. Exactement. Ça coïncide parce que j'ai pas fait la psychanalyse pour ça, mais c'est vrai que j'étais viré en plein succès 2 fois d'ailleurs. Hein. Ouais. Et j'ai compris il y a pas longtemps, en fait, pourquoi j'étais viré en plein succès à chaque fois. C'est parce qu'à cause de l'enfance que j'ai vécue, où j'ai une petite phobie de l'autorité. Ouais. En fait, je m'entends super bien avec tous les gens avec qui je suis à égalité et tous les autres, ceux qui travaillent avec moi. Mais j'ai un problème avec les chefs. Ouais. En fait, je vois des mini mon père partout. Et C'est donc- bien, ça. Mais du coup, j'ai compris que j'avais un problème avec les patrons, donc je dis à tous les patrons avec qui je me suis pas entendu, avec qui je ne m'entendrai pas, ne le prenez pas contre vous, mais j'ai un problème avec l'abus de, Très l'abus de bien. pouvoir. Alors, c'est sur le divan du psy que vous aurez l'idée de Rendez-vous en terre inconnue. Vous mettez 4 ans pour voir l'émission sur France 5. Il l'arrête au bout d'une saison. À nouveau le chômage. Obligé de tout vendre. Enfin, dur. Vous avez vraiment du courage. Et puis, ça ne repart qu'en 2006 sur France 2. À une époque, on m'a dit, Fred, ne parle pas des ascédiques, c'est pas glamour. Ouais. Mais moi, je voulais dire à tous ceux qui nous regardent, qui ont l'impression d'être dans la galère, que ceux qu'ils voient dans la lumière, c'est les mêmes. Ils Ouais. viennent, et c'est ce que je veux raconter, effectivement, dans cette émission de la parenthèse inattendue, sur France 2 le 31 octobre. C'est que c'est cette idée qu'il n'y a pas de caste en vérité, c'est les mêmes. Et il faut juste rêver un petit peu plus fort. Quand j'étais au chômage, je rêvais de cette émission qui s'appelait Panique dans l'oreillette, dont personne ne voulait. C'est une Les très bonne patrons- idée. Bon, mais les patrons me disaient, ouais, mais non. Je disais, mais pourquoi? Je sais pas. Ce qui donne pas de piste de travail, etc. Ouais. Et j'arrêtais pas de dire ça va faire le tour du monde. Tout le monde rigolait. Parce qu'à part Fort Boyard, des concepts français qui ont fait le tour du monde, il n'y en a pas beaucoup. Il se trouve que ce format Tout est le monde acheté vous l'a dans, acheté, dans ouais. 12 pays. Ah. Voilà. J'ai cette phrase d'Oscar Wilde, il faut viser la Lune, car même en cas d'échec, on atterrit toujours dans les étoiles. Ouais. Et je suis obsédé par ça. Et donc c'est ça que je voudrais transmettre à ceux qui nous écoutent. Tout ça en s'appelant Lopez. Nous sommes toujours en compagnie de Frédéric Lopez. Et nous accueillons Samia Ghali et Michel Onfray. Alors Samia Ghali, bonsoir. Bonsoir. Vous êtes sénatrice, maire PS des 15e et 16e arrondissements de Marseille. C'est quels arrondissements ça? Ceux du trafic de drogue, du trafic d'armes ou des cagoles? C'est les quartiers sympathiques de Marseille où il y Très a sympathique. aussi du trafic de drogue. Ouais. C'est vrai qu'aujourd'hui à Marseille, il y a quand même plus de parrains que de baptêmes, non? Ça dépend comment on le voit, oui. Non, mais c'est vrai qu'aujourd'hui, dans la trilogie de Pagnol, si Monsieur Brun trichait aux cartes, Marius lui mettrait 2 balles dans la tête, quoi. Je veux dire, C'est presque ça. malheureusement. Malheureusement, oui. Alors Samia, vous avez fait irruption sur la scène nationale en demandant que l'armée puisse intervenir dans les quartiers. 1. Pour désarmer les dealers armés d'engins de guerre. 2. Pour bloquer l'accès aux clients avec des barrages, comme pendant la guerre, voilà. Alors le problème, c'est que les militaires préféraient aller en Afghanistan. C'est vrai. Et ils ont Aussi. refusé d'aller à Marseille, c'est moins dangereux, Moins l'Afghanistan. dangereux. Ou alors ils voulaient bombarder la ville avant d'intervenir. Évidemment, c'est pas possible. Non, non, moi Donc, ils j'aime sont- trop Marseille pour qu'on la bombarde. D'accord. Marseille, c'est une belle ville, malgré tout. Oui. Et il y a des gens sympathiques à Marseille. Vous Non, il n'y a pas que moi, il y a beaucoup de gens Vous êtes sympathiques. très sympathique. Ah, ben, merci. J'ai vu que vous avez mis un petit pull pour moi, là. C'est ça. Je me suis dit que ça faisait un peu style et Ah, que... ça me plaît, voilà. ça me plaît, c'est Ouais, très je me suis stylé, pas vraiment. trompée, alors, Ouais. voilà. Alors aujourd'hui, la situation est pire, puisque de toute façon, les policiers sont en prison pour corruption, c'est l'affaire de la BAC. Bac, non. L'autre affaire qui a agité Marseille, c'est l'expulsion des Roms par les habitants eux-mêmes. Alors là, vous aviez dit quand même que vous compreniez la réaction de ces gens-là.
Non, j'ai dit que je ne voulais pas les condamner parce qu'ils sont eux-mêmes en situation, malheureusement, de misère extrême, et que de rajouter de la misère à la misère, et qu'on aurait dû les écouter, et que si on avait fait le travail, eh ben, malheureusement, ben, tout ça, ça ne serait pas arrivé. Alors en fait, la police ne pouvait pas intervenir. De toute façon, on était en train de racketter des dealers. Donc, Alors Jean-Claude Gaudin, le maire de Marseille, accuse vos propos sur une intervention de l'armée de provoquer ce genre de réaction de la part des habitants. Qu'est-ce que je voulais vous répondre face à Jean-Claude Gaudin? D'abord, franchement, j'ai d'abord dire maire de Marseille qu'il est dans le déni. Moi, je ne suis pas dans le déni. Ouais. Voilà. Et le maire de Marseille, ce qui le dérange, c'est pas qu'il se passe des choses à Marseille, c'est qu'on en parle. Ouais. C'est un choix. Moi, je pense qu'un jour, vous serez maire de Marseille, vous. Vous êtes sympa. Et vous serez le premier enfant de l'immigration, maire d'une grande ville. Mais C'est je pense possible. que ça va arriver. Bah, écoutez, je reviendrai, vous me réinviterez Voilà. en tant que Marseille. Avec plaisir. Alors, c'est des problèmes que vous connaissez bien, évidemment, parce que vous avez grandi dans un bidonville à Bassins, en bordure de la voie ferrée. Vous dites, de l'autre côté, il y avait le pré de Marius et la ferme où on allait chercher le lait. Ouais, mais je suis impressionnée des informations que vous avez, Ouais. parce que c'est rare qu'on les ressort, cela. Mais c'est- Et c'est la ça vérité. explique beaucoup de choses. Oui, c'est la vérité. Et 11 enfants de Bassins seront écrasés sur les rails avant la construction d'un mur et d'un pont. C'est vos copines, vos copains qui se sont fait écraser. Parce que quand on a 8 ans, 10 ans, ben, pour traverser, c'est plus facile de traverser chemin de fer. Ouais. Vous n'êtes pas conscient du danger, même quand vous savez que ça peut être malheureusement au péril de votre vie. Et plus tard, quand vous habitez à Campagne-l'Évêque, vous découvrez les ravages de l'héroïne. Et quand les maires demandaient de l'aide à la police, les flics répondaient « ça fait rien, ils se tuent entre eux, ça en fera moins Oui, c'est vrai aussi. À ce moment-là, dans les années 80, j'ai pas vu beaucoup de politiques nous tendre la main pour dire, ben, quand il y avait des jeunes qui voulaient sortir de la drogue, ben, on n'avait pas de psy, il n'y avait personne pour vous aider à vous en sortir. Et j'ai vu des mères pleurer, des jeunes pleurer, et malheureusement, beaucoup de copains morts d'overdose dans des conditions atroces. Voilà. Ce qui fait qu'aujourd'hui, ben, je mène ce combat. ». C'est grave, Marseille, en ce moment. Hein. C'est pas à ce moment. Ce que vous dites là, c'est il y a déjà malheureusement 25 ans, 30 ans. Ouais. Et ça a empiré parce que certainement, on a laissé à l'abandon certains quartiers de cette ville. Rassurez-moi, vous êtes toujours beau temps à Marseille, quand même. Toujours. Est-ce que vous pourriez me dire, juste pour me faire plaisir, peu cher? Peu cher. Ah, bravo. Alors, Michel Onfray, bonsoir. C'est le philosophe le plus populaire de France, Michel Onfray. Vous êtes ici ce soir pour 2 livres. Le premier, Rendre la raison populaire, publié chez Autrement, et le manifeste de l'Université populaire de Caen, que vous avez créé voici 10 ans, suite à la présence de Jean-Marie Le Pen au 2e tour. L'université populaire, c'était de dire, si les gens votent au Front National, c'est qu'ils ont de bonnes raisons, peut-être ont-ils une mauvaise cartographie du monde, et peut-être en les aidant à faire une bonne cartographie du monde, avec de l'éducation, de la culture, pas de la répression, mais de la philosophie, des propositions positives et pas répressives, on pouvait peut-être entraver un peu le mouvement. Alors, l'arrivée de Le Pen au 2e tour en 2002, ça vous inquiète quand même sur la validité du suffrage universel. Vous dites surtout quand un peuple est entretenu dans l'obscurantisme par un système économique libéral, horizon indépassable de la droite comme de la gauche. Oui, Condorcet disait bien au XVIIIe siècle que voter c'est bien, mais qu'il faut être éduqué pour pouvoir voter. Ouais. Sinon on vote n'importe quoi, Ouais. on vote avec son ventre, avec ses tripes. Et C'est si comme on ça essaie qu'Hitler de- a été élu au suffrage universel, Vous avez d'ailleurs. raison, oui. c'est comme Ouais. ça que ça se passe, quand les gens votent avec les passions et pas avec la raison. Alors, votre université est un succès. Vous, le fils d'un ouvrier agricole et d'une femme de ménage, vous avez fondé l'Université populaire de Caen et l'Université populaire du goût d'Argentan. Vous dites, j'ai été sauvé de mon destin social par la philosophie et j'aimerais pouvoir offrir la même chance à mes auditeurs. Université populaire, c'est entrée libre, gratuité. Moi, ça fait plus de 10 ans que j'ai renoncé à un salaire. J'ai démissionné d'Éducation nationale. On est 20 à donner des cours gratuitement et bénévolement à l'Université populaire de Caen. Et effectivement, tout le monde vient. Simplement parce qu'il y a une vingtaine d'enseignements qui permettent de dire, ben voilà, jazz, art contemporain, psychanalyse, pensée arabe cette année, architecture, etc. Enfin, on propose des occasions de réfléchir, parce que moi, effectivement, c'est vraiment la culture qui m'a sauvé. Donc, je crois qu'il y a un moment où il faut rendre l'appareil et dire, Ouais. voilà, la culture m'a sauvé, elle pourrait vous sauver, voilà un lieu où éventuellement vous pouvez la rencontrer gratuitement. Alors,
Le deuxième livre s'appelle Abrégé hédoniste chez J'ai lu. Alors là, vous présentez votre pensée hédoniste, qui est la recherche du plaisir, Samia. Oui. Et l'évitement du déplaisir, voilà. Vous dites une vie réussie, c'est celle qu'on aimerait revivre, c'est beau? C'est vrai. Ouais, c'est bien. Oui, parce qu'on pose souvent la question de la bonne vie. C'est comme ça Ouais. que la question se posait dans l'Antiquité, la Oui. bonne vie, la belle vie, etc. Et la bonne et belle vie, c'est celle dont on se dit, s'il fallait recommencer, je recommencerais la même. Alors, l'hédonisme en politique, c'est vouloir le plus grand bonheur du plus grand nombre, ici, maintenant et tout de suite. L'hédonisme, c'est l'art de bien remplir l'instant présent. En matière d'éthique, c'est-à-dire la relation avec autrui, mais en matière de politique aussi. C'est-à-dire quand on voit la misère, la pauvreté, le chômage, Oui. on voit qu'il y a des gens qui sont obligés de compter 2-3 euros par jour pour vivre en France. On se dit, mais qu'est-ce que ça peut signifier, le plus grand bonheur du plus grand nombre possible? Quand un gouvernement qui se prétend de gauche épargne les collectionneurs d'œuvres d'art en prétendant qu'il y a une espèce d'extraterritorialité fiscale pour ces gens-là, parce que quand on achète un Rubens, quand on achète un Rembrandt, c'est que finalement on n'est pas si riche que ça. Je pense qu'effectivement, il y a des possibilités ici et maintenant d'aller chercher de l'argent là où ça se trouve pour dire il y a une misère qui est insupportable, il y a des solutions aux problèmes qui se posent, la drogue, la misère, la pauvreté, les banlieues, les Roms, etc. Et la solution n'est jamais dans la violence, jamais dans la brutalité, jamais dans l'armée, jamais dans la police. Et à gauche, on ne devrait pas défendre ce genre de solution-là. Bon, alors, c'est bien votre truc, hein, mais vous avez jamais pensé à en faire une religion? Ça serait la première religion où on peut baiser et manger de tout. Alors j'ai pensé à en faire une politique, pas une religion. D'accord. Une religion, c'est une vision du monde qui nous dit que la vérité de ce monde est dans un autre monde, dans un arrière-monde. Ouais. Le paradis, l'enfer, le purgatoire, le ciel, Dieu, etc. Et moi, j'ai pas envie de religion. Je suis un athée radical, toutes les religions m'ennuient, et je pense qu'il n'y a pas de religion à faire. En revanche, il y a une société à faire. Alors, si Dieu n'existe pas, le problème, c'est que le Vatican, la Mecque et Deauville, c'est des arnaques. Ce sont des arnaques. Si vous aviez dû choisir une religion, vous auriez choisi laquelle? Probablement les premières religions qui sont très animistes, qui sont Ah en oui, relation le avec... panthéisme. Oui. C'est-à-dire avec le lever du soleil, l'arrivée de la lune, avec le cycle des saisons, ou ce genre de choses. C'est-à-dire les religions qui ne nous séparent pas de la nature, mais les religions qui nous relient à la nature. En tous les cas, vous n'auriez pas choisi l'islam, parce que dans votre traité d'athéologie, vous dites que l'islam, en fait, est en contradiction complète avec la philosophie des Lumières. Et dans Le Point, récemment, vous écriviez « L'islam n'est pas ce qu'une scie musicale française nous présente si souvent, une religion de paix, de tolérance et d'amour. » Si vraiment on fait un peu d'histoire, c'est-à-dire lecture du Coran, lecture des hadiths du prophète, les hadiths, ce sont les dits du prophète, ce que le prophète a raconté. C'est rempli de guerres, d'égorgements, la chose est claire. C'est un grand combattant, c'est un guerrier terrible, Mahomet. Il porte la cotte de maille. Et qui égorge les gens lui-même. Mais oui, absolument, la chose est dite dans la Sira. Ouais. Alors, ou on a le droit de faire de l'histoire, ou alors il faut entretenir une légende, et effectivement, aujourd'hui, on entretient une légende. Mais il faut dire que ça marche comme ça dans l'islam, ça marche comme ça dans le christianisme avec saint Paul, ça marche comme ça aussi dans le Talmud. Ouais. Pour l'avoir dit récemment dans un autre journal, j'ai été abondamment traité d'antisémite. Ouais. Absolument. Ouais. Parce qu'aujourd'hui, les trois religions monothéistes nous disent on n'est pas les mêmes, hein, sauf qu'au bout du compte, il y a une espèce d'union sacrée des trois monothéismes contre les athées. Alors, pour vous, porc pour tout le monde à la cantine, hein, on ne discute pas, quoi. Il n'y a pas de raison qu'une minorité impose sa loi à une majorité. Ou alors, à ce moment-là, c'est le propre des dictatures. C'est habituellement la majorité qui décrète une loi à laquelle la minorité se soumet. Ça s'appelle bêtement la République. Et puis voilà, quoi. Alors, si Dieu existe, hein, vous risquez d'en baver après votre mort. Disons, après tout ce que vous avez dit contre lui. Je crains rien. Alors, un hédoniste qui rate les vierges nubiles et les rivières de miel, c'est dommage quand même. Oui, mais je préfère des vierges nubiles ici et maintenant plutôt que des vierges nubiles hypothétiques. Voilà, on passe maintenant à l'actualité de la semaine avec l'édito de Blacko. Et c'est Frédéric Ploquin, grand reporter à Marianne, que nous retrouverons sur ce plateau après le magnéto. À Marseille, les dealers se tirent dessus à la Kalachnikov. À Lyon, le numéro 2 de la PJ a été révoqué pour corruption. Et pendant ce temps-là, à Paris, c'est une élue qui vient d'être mise en examen dans une affaire de blanchiment. Mais dites-moi, est-ce que la France ne serait pas en train de devenir le paradis des narcotrafiquants ? Ça vous paraît exagéré ? Au contraire, on aurait plutôt tendance à minimiser le problème. Selon Roberto Saviano, le spécialiste de la mafia, auteur du livre Gomorrah, la France est devenue une plaque tournante de la cocaïne en Europe. Si la quantité de cocaïne saisie l'an dernier a augmenté de 60%, ce n'est pas seulement parce que la police fait mieux son travail, c'est aussi parce que le trafic prospère.
D'ailleurs, Saviano n'est pas le seul à tirer le signal d'alarme. Pietro Grasso, le chef de la lutte anti-mafia en Italie, affirme que plusieurs groupes mafieux, disposant d'un capital de 500 milliards de dollars, ont déjà commencé à investir des sommes folles en France. Alors bien sûr, pour se rassurer, on peut toujours se comparer aux pays d'Amérique du Sud. C'est quand même moins grave qu'au Brésil, où la police est intervenue cette semaine avec des engins blindés pour combattre les trafiquants de drogue dans les favelas. C'est aussi moins grave qu'au Mexique, où 10 000 personnes sont tuées chaque année à cause du trafic de drogue. N'empêche, l'Amérique du Sud peut quand même nous servir d'exemple. Faut dire que, depuis le temps, les États de la région ont fini par acquérir une certaine expérience dans la lutte contre les narcotrafiquants. Après avoir utilisé la manière forte pendant des années, certains envisagent donc une autre solution. 3 anciens chefs d'État du Mexique, de la Colombie et du Brésil ont signé un appel pour expérimenter la dépénalisation des drogues douces. Car selon eux, c'est sans doute la moins pire des solutions pour lutter contre le crime organisé et donc protéger la vie des citoyens. Voilà, c'était l'édito de Blacko, mise en image de Julien Graff. Frédéric Loquin, bonsoir. Vous êtes grand reporter à Marianne, spécialiste de la police, du banditisme et du renseignement. Et vous publierez, début novembre, Secret d'avocat chez Fayard. Bienvenue parmi nous. Alors voilà, c'est reparti. Suite à ses propos sur la dépénalisation du cannabis en France, cette semaine, tout le monde est tombé sur le pauvre Vincent Payon. En même temps, faire une boulette quand on parle de shit. Alors, Frédéric, la France est devenue le paradis des narcotrafiquants. Il y a l'histoire de la BAC à Marseille, il y a le blanchiment d'argent en Île-de-France. Vous voulez qu'on vous dise la vérité ? La vérité. La vérité, c'est que la politique de lutte contre la drogue en France semble être un échec absolu, quel que soit le bout par lequel on prend les choses. Vous avez du trafic de drogue partout en France, dans les villes, les villages, jusque dans les campagnes. Vous avez même aujourd'hui, peut-être à cause de la crise, de la production de drogue dans certains coins de France. On découvre que la police française est atteinte par l'argent de la drogue. L'affaire de Marseille nous montre en gros des policiers qui, à l'heure de boucler la fin de mois pour s'acheter un congélateur ou remplacer la bagnole de madame, vont dans les cités, dans les quartiers et dépouillent, braquent les dealers pour leur prendre une partie de leurs bénéfices. Donc l'argent de la drogue pourrit la police. Vous avez l'argent de la drogue qui contamine l'économie réelle. La preuve par l'affaire de blanchiment qui vient d'être réalisée par la police judiciaire à Paris, où vous avez un trafic de drogue dans une cité de Mantes-la-Jolie. Vous avez un collecteur de fonds qui, en gros, plaçait ces espèces auprès de notables parisiens, dont la fameuse élue verte de la mairie de Paris. Et derrière, tout un système de récupération de l'argent. Ensuite, on se rend compte aujourd'hui que les tuyaux de la fraude fiscale, mais aussi les tuyaux de l'économie réelle, sont les mêmes que ceux de l'argent de la drogue. Donc la drogue nous pose des problèmes. Donc c'est un échec. Partout. C'est-à-dire la prohibition est un échec. La France est un des pays les plus répressifs d'Europe, mais c'est celui où il y a le plus grand nombre de consommateurs de cannabis. Par exemple, 4 millions, 40% des 15-24 ont déjà fumé un pétard. Et ça ne cesse de progresser. Voilà, donc tout ça est un échec. Alors, vous êtes au cœur du problème là-bas, Samia. On est au cœur du problème, mais je crois que d'abord, ce qu'il faut dire aussi, c'est que la drogue, elle évolue là où il y a de la misère aussi. Quand même, dans les cités, elle évolue pas n'importe où, elle évolue bien là où c'est dans les quartiers où les plus difficiles, où on les a abandonnés. Et c'est sûr qu'ils se sont rattachés à du trafic, parce que c'était le seul moyen pour certains, malheureusement, d'essayer de sortir non, mais la tête attendez, de il y a l'eau. quand même un truc, c'est que effectivement, la pauvreté peut amener à la drogue, au trafic, etc. Mais en France, dans les couches supérieures, disons, de la population, il y a aussi des gens qui se droguent. Jean-Luc Delarue, il n'est pas dans une cité. Ils profitent, je dirais, du bienfait de la drogue. Mais je parle de ceux qui profitent tout simplement de vendre la drogue pour manger. C'est pour ça que la drogue, elle touche toutes les couches de la société. Au niveau des consommateurs, effectivement, et ça, je pense que nos élites portent une certaine responsabilité, dans la mesure où il y a une partie de nos élites, notamment culturelles, qui, en France, ont, on va dire, popularisé et la cocaïne. C'est le rock'n'roll qui a popularisé la drogue. Non, mais le résultat étant que ça a été à un moment donné une drogue à la mode. Ça, c'était il y a 20 ans. Ouais. Mais entre il y a 20 ans et aujourd'hui, où vous trouvez de la cocaïne dans le moindre village, il y a quand même eu une génération entière. Alors, il y a deux mondes. Est-ce qu'à Argentan, chez nous, là-bas, est-ce qu'il y a de la drogue ? Oui, évidemment, ça s'est démocratisé en ce sens. Oui, bien sûr. Oui.
Et les flics le savent bien. Donc il y a une espèce d'hypocrisie généralisée. Souvent d'ailleurs, les petits trafiquants dans les sous-préfectures sont des indicateurs. Donc on sait très bien. Je veux dire, moi je vois bien, ma compagne est prof dans un collège, et je vois bien les élèves qu'elle avait 2 ans avant qui passent en décapotable BMW, qui font 5 fois le tour de la ville, et qui disent bonjour madame, avec des lunettes de soleil, etc. Et c'est bien qu'ils n'ont pas trouvé du boulot en 6 mois qui leur permet d'acheter une voiture neuve. Voilà. Alors, la première solution, c'est la dépénalisation. Faut-il dépénaliser? Et surtout, est-ce que ça va faire baisser les prix? Non, Samia, alors, vous êtes pour la dépénalisation? Ah non, pas du tout. Pour moi, c'est la plus grosse hypocrisie. Qui vous allez protéger? Les acheteurs, alors les consommateurs. Et pourquoi, finalement, celui qui va vendre, il serait plus puni que celui qui va acheter? Je crois qu'il faut faire attention. Donc, si on doit avoir un débat là-dessus, il vaut mieux légaliser. Mais alors, pareil, hein, il faut légaliser toutes les drogues. Parce qu'il ne faut pas s'arrêter au cannabis. Il y a déjà l'alcool et le tabac qui sont légalisés. Non, mais je dis qu'il faut. Non, mais quand je dis des drogues, il faut l'héroïne, la coke, il faut aller partout. Il faut arrêter de dire. Parce qu'on aura le même problème peut-être dans quelques mois, parce que c'est une organisation internationale. C'est des professionnels, c'est des chefs d'entreprise que vous avez en face de vous. Et eux, ils réfléchissent comme les politiques, d'une certaine façon, parce qu'ils anticipent, je dirais même la position des politiques, en se disant si demain, c'est plus le cannabis, on prendra, on développera un peu plus la coke ou l'héroïne. Et on aura d'autres clients parce que ce sera une autre mode et le cannabis, ce sera ringard comme la cigarette aujourd'hui. L'avantage de la légalisation, c'est qu'en fumant des pétards, on pourrait réduire la dette. Ça, ouais. Je suis pas sûre. Hein. La question de dépénalisation ou pas, elle est figée, bloquée. On est dans un débat idéologique pur, droite, gauche, ça passera pas. Parlons du reste. Je considère que depuis 10 ans, le gouvernement s'est planté. C'est-à-dire que depuis 10 ans, qu'est-ce que la police a fait sur le terrain? Elle a rempli des tableaux statistiques et elle a traqué les boulettes de shit, les barrettes de shit, pour faire du chiffre et offrir au gouvernement de bons résultats. Je pense que si on passait à autre chose, peut-être laisser demander aux policiers qui passaient leur temps jusque-là à chercher les petites boulettes de shit dans les poches des collégiens, de se mettre réellement sur le trafic et sur les trafiquants. Et là, je pense que la guerre, je ne dis pas qu'elle est gagnable, mais en tout cas, elle n'est pas perdue d'avance. Il faut effectivement s'attaquer au trafic. L'armée, maintenant L'armée, c'était... D'abord, l'armée, c'est... Franchement, les faits m'ont quand même donné raison. Hein. Voilà. Si j'ai dit l'armée, c'est que j'avais aussi des raisons de le dire. Je ne suis pas... vous savez, c'est vrai que moi, je ne suis pas philosophe, mais je suis juste quelqu'un qui vit les choses sur le terrain. Je suis dans un secteur où je suis née, où j'ai grandi, où j'ai tous mes amis, et j'ai vu comment les choses se sont dégradées. Ce que je veux dire, c'est qu'à un moment, il fallait tirer un peu une sonnette d'alarme pour dire stop. On arrive à un niveau où c'est plus possible. Donc il y a des gens qui souffrent. C'est de la provocation, en fait. C'est de la provocation, mais c'était de dire à un moment, c'est bon, on arrive à un stade où d'abord la police, elle n'est pas en état de régler les problèmes. Non, la police, elle braque les dealers. Et c'était un moment de dire, qu'est-ce qu'il faut si la police n'est plus en état de répondre aux habitants, à protéger les habitants? Je ne sais pas, après la police, j'avais la gendarmerie, l'armée, voilà, donc j'avais dit l'armée. Oui. Après, il vous reste le coup d'état militaire, et puis il vous reste... Mais c'est facile de parler quand vous écrivez toute la journée. Vous écrivez des livres, venez sur le terrain, parce que c'est bien beau quand on écrit... Oui, non, mais attendez, moi je veux bien, mais faire de la philosophie sur des problèmes réels de la société... Moi, je suis aussi dans l'action, ça ne vous dispense pas de penser, vous pourriez penser aussi un peu. Voilà, mais tout à fait, mais je pense aussi. Je fais peut-être plus dans l'action que vous n'en faites dans la pensée. Ça m'étonnerait, ça m'étonnerait. Non, mais c'est vous qui, depuis tout à l'heure, m'insultez, je vous ai rien dit, donc je vous ai écouté très poliment et avec le sourire, mais je vous réponds quand même aussi pour vous dire, monsieur, vous n'avez pas la pensée, vous n'avez pas non plus la pensée unique. Vous n'avez pas non plus la pensée unique et vous irez dire, oui, d'accord, mais qu'est-ce que vous apportez comme solution? On ne m'a pas demandé. Ah, ben voilà, je vous le demande moi aujourd'hui, qu'est-ce que vous apportez comme solution? Je peux vous répondre, voilà, justement. moi au contraire, je suis preneuse. Ah oui, des solutions de gauche, pas les vôtres. Votre gauche libérale a besoin de ce fric-là. C'est pas ma gauche libérale. C'est pas ma gauche libérale. Oui, je suis socialiste et je suis fière de l'être. Oui, c'est ça, vous avez raison. Heureusement, je veux dire, quand on est payé par le Parti socialiste, on a intérêt à être fier de ça. On n'est pas obligé d'imaginer que la gauche, elle a besoin de politiciens comme vous. Le politicard n'est pas l'horizon indépassable de la politique. On n'a pas besoin de sénateurs, de députés, de ministres. C'est pas là que ça se fait, la politique. C'est là que se fait la magouille politique. La politique, elle se fait ailleurs. Et justement, dans les idées, celles sur lesquelles vous crachez en considérant que les gens qui écrivent des livres, ça sert à rien et qu'il vaut mieux être... J'ai pas dit ça. Les gens ont entendu. Et qu'il vaut mieux être sur le terrain sénateur socialiste et défendre les idées qui réjouissent Marine Le Pen et qui font passer Manuel Valls pour un type d'extrême gauche. Donc je veux dire qu'on peut considérer qu'il y a des idées à gauche. Il y a des idées. Pas chez vous. Pas chez vous, dans votre parti, je ne parle pas de vous. Je dis simplement que la gauche a renoncé aux idées de gauche. Si vraiment on veut en finir avec le libéralisme, on en finit avec ce marché de la drogue. Et ce que vous dites est juste, très informé, c'est vous qu'il faut écouter. Regardez comment ça marche. Si vous voulez vraiment en finir avec ça, effectivement, vous arrêtez d'emmerder les petits consommateurs, les petits fumeurs, les gens qui ont des problèmes avec une société qui n'est pas désirable. Elle n'est pas désirable, cette société, parce que vous ne la rendez pas désirable. Parce qu'Hollande, il a fait un peu rêver 3 jours, et le 4e jour, il ne fait plus rêver.
Évidemment qu'il ne reste plus que ça. Le trafic, la cam, l'alcool, etc. Qu'est-ce que vous voulez faire aujourd'hui? Qu'est-ce qu'on fait, Michel? Alors, qu'est-ce qu'on fait? Qu'est-ce qu'on fait? On dépénalise les usages de drogue parce que effectivement, on casse tout le marché. On arrête de croire que le marché peut faire la loi et continuer à faire la loi. On arrète de croire que la solution, c'est l'armée. Pourquoi faire l'armée? Mais dépénaliser, vous arrêtez pas le marché. Hein. Excusez-moi, dépénaliser, vous aidez le marché. Non, pas du vous allez tout. encore plus aider le marché. Vous dépénalisez, voilà. Non, je suis pour la légalisation. On rend Ah, possible, effectivement. Oui, d'accord. Je veux dire, on commence par dépénaliser dans un premier temps. Et je dis simplement que la solution n'est pas dans la punition. Et que quand effectivement on est dans cet usage-là, quand on a besoin de drogue, on n'a pas besoin d'être puni. La punition, c'est pour autre chose. On a besoin d'être soigné. C'est pas du tout la même chose. Quand on trafique, c'est autre chose. Absolument. C'est là que la vraie ligne de partage, elle existe entre la droite et la gauche. C'est-à-dire la droite, elle est répressive, et maintenant la gauche l'est aussi, la gauche libérale, alors qu'on peut considérer qu'il y a des gens malades et qu'il faut les soigner. Il faut rendre la société désirable. Si le modèle aujourd'hui, c'est le footballeur, c'est l'animateur télé, c'est l'acteur de cinéma... Et le trafiquant de drogue. Éventuellement. Et qu'il faut gagner beaucoup d'argent en faisant pas grand-chose, etc. Si effectivement c'est ce modèle-là... Pas grand-chose, c'est pas tout à fait vrai. Hein, parler des footballeurs, non, j'ai pas d'accord. Le modèle, c'est ça, c'est-à-dire gagner vite et bien beaucoup d'argent en faisant pas grand-chose, on n'avait pas besoin de diplôme, etc. Quand on n'a pas besoin de diplôme, pourquoi est-ce qu'on irait à l'école? Pourquoi est-ce qu'on irait passer un CAP de chaudronnier pour être... Ou pourquoi est-ce qu'on deviendrait prof ou policier? Et effectivement, quand des policiers sont payés si peu cher... Oui, ce que vous dites, c'est que c'est le modèle d'une société où ce qui est bien, c'est d'être riche. Oui. De toute façon, c'est la base du problème pour vous, Absolument. en gros. Et les les trafiquants ou les dealers dans les banlieues ont pour modèle le patron, le business. Quand vous avez 12 ans, c'est le rêve. Oui. C'est-à-dire que vous voyez ce que vous voyez réussir, ce que vous voyez briller, celui que vous voyez avoir la belle bagnole, celui que vous voyez avoir les jolies gonzesses à portée de main, etc. C'est celui qui trafique. Alors, dernière question, est-ce que vous pensez que la guerre contre la drogue peut être gagnée ou non? La première manche a été perdue. En revanche, je considère que la meilleure façon de peut-être la gagner demain, c'est d'être parfaitement lucide et d'accepter tout ce qu'on vient de se dire là, sur la réalité des faits. Pour vous, une politique de gauche sur la question de la drogue est possible. Je pense que depuis qu'on met l'accent sur Marseille, depuis que la police, il y a un peu plus de policiers, parce que là aussi, la répression, ça sert aussi à ça, c'est vrai que les choses ont aussi pas mal diminué en termes de trafic dans les cités. Frédéric, vous consommez quoi? Non, mais j'écoute, c'est un problème complexe, en fait. Et le seul truc que je peux dire, partout dans le monde où j'ai été, parce que j'ai été au-delà du cercle polaire, à moins 35 degrés, j'étais dans des rizières, dans le désert, dans la jungle. Et tous ces humains qui se sont jamais rencontrés dans l'histoire de l'humanité, le philosophe va peut-être me donner l'explication, ils ont tous inventé l'alcool. Ouais. L'alcool de lait de jument en Mongolie, donc ça s'appelle l'Irak, l'alcool d'orge, l'alcool de riz, etc. Donc l'humain a vraiment besoin, à un moment donné, de L'homme décrocher s'est un petit drogué peu. de toute éternité, non? Oui, il y a même un ethnologue qui un jour avait découvert une peuplade qui ne se droguait pas. Ils ont juste découvert qu'effectivement, en soufflant sur le feu, en hyperoxygénant le cerveau, ils obtenaient exactement le même résultat. Donc vous avez raison, effectivement, le goût de l'ivresse, il est consubstantiel à l'homme. Très bien. Je vous laisse rentrer à Argentan, Michel. Voilà. Nous sommes toujours en compagnie de Frédéric Lopez, de Samia Ghali et de Frédéric Ploquin. Et nous accueillons notre invité du samedi 20h ce soir, Abdelhak Edouk. Bonsoir. Oui, bonsoir. Alors Abdelhak, vous êtes depuis 2003 aumônier musulman à la prison de Fleury-Mérogis, donc aux premières loges, pour observer la radicalisation des musulmans français en prison et la naissance de nouveau Mohamed Merah ou Jérémy Louis Sidney. Vous dites, le radicalisme en prison n'a pas augmenté en nombre, en revanche, il a changé de visage, du discours, il est passé aux actes. Oui, absolument. Vous nous raconterez votre histoire à 20h. J'accueille Gaspard Proust. Gaspard Proust pour Elle est pas belle la vie. Alors forcément, cette semaine, la grande nouvelle, c'est le type qui bat des records de chute. Déjà, c'est un Autrichien. Pas la première fois qu'un Autrichien explose un compteur. C'est quand même dingue, les gens ils sont fascinés parce qu'un pauvre type saute sur Terre en habit de cosmonaute, quoi. Le truc, c'est on a marché sur la Terre, quoi. Enfin, quelqu'un lui a dit qu'il y avait de l'oxygène sur la planète. Enfin, je veux dire, il manquait plus que je crois qu'il y a des traces d'eau, il était bon pour le rayon psychiatrie de Sainte-Anne. Enfin, franchement, c'était quoi ce machin? Le lancement de la FIAC, tu vois?
Il y a vraiment des gens qui n'ont rien à faire, quoi. L'autre qui fanfaronne, perché dans un testicule, accroché à un ballon mollement gonflé. On aurait dit le vrai portrait de François Hollande. Alors, ok, alors après, d'accord, c'est le premier mec qui a passé le mur du son. De l'altitude de laquelle il a sauté, je veux dire, même une chèvre, elle l'aurait passé, quoi. C'est sûr. D'ailleurs, cette semaine, il n'était pas le seul. Héros aussi a passé le mur du son. Bon, il devait vraiment aller vite parce que sa parole a mis 5 mois à arriver. Donc, pour dire quoi? Pour recadrer Payon. Alors ça c'est un vrai exploit. Ça, c'est arriver à se faire recadrer par du vide, quoi. Hein? Héros qui a le culot de déclarer « Ouais, je ne suis pas Premier ministre par hasard ». Merci de nous prévenir, on n'était pas au courant. Ça, c'est sûr qu'il n'est pas là par hasard. C'est quand même grâce à lui qu'on arrive à croire au charisme d'Hollande. De toute façon, moi, je comprends Payon. On donne souvent du shit aux gens en soins palliatifs. C'est normal qu'on enfile à l'éducation nationale. Alors, dans les classes, ça va être bien. C'est avant les cours, 15 minutes de fumette obligatoire pour tout le monde. Oh, ça va être vachement plus détendu, tu vois. Puis les profs, ils auront un vrai moyen de réprimer les élèves. Ouais, non, arrête de faire le con, sinon j'achète plus chez toi, quoi. De toute façon, il n'y a que la sanction économique qui marche, ça, on le sait bien. Puis il faut dire, le trafic de drogue, c'est quand même le seul moyen pour des jeunes issus de milieux défavorisés de rencontrer des gens haut placés. Hein. C'est vrai? C'est vrai. Ah, vous êtes dans... D'accord. Non, c'est vrai, les artistes, les entrepreneurs, des avocats, des procureurs, enfin des juges. Enfin, après, ça dépend de la drogue que tu deals. Enfin, si c'est de la coke, tu rencontres des gens de pouvoir. Si tu deals du shit, tu rencontres qui, quoi? Des écolos. Enfin, tu vois, D'ailleurs, cette semaine, enfin une écolo glamour. Merci de mettre un peu de vie, quoi. Enfin, ça nous change d'Eva Joly. Tu vois. C'est le Pol Pot de la biomasse, moi, c'est bon, quoi, à un moment. Alors, c'est pas tout. On a découvert un truc, il paraît qu'elle vend des sextoys écolos. Alors bon, moi, j'ai regardé en tant que journaliste, que je ne suis pas, qu'est-ce que c'est un sextoy écolo? Alors, c'est des canards sans phtalate. Ah. Ça en dit long sur la sexualité des écolos, quoi. Chez eux, les canards, ils les font pas vibrer, ils les mâchouillent, quoi. Avec les godemichés, ils font quoi? Ils se curent les oreilles avec? Non, c'est très, très inquiétant. Après, la panoplie... Alors, j'ai lu, hein, lubrifiant anal à l'extrait naturel d'écorce de goyave. Waouh! Elle vend ça aussi? Elle vend ça, ouais. Lingerie bio, alors je sais pas, ça va être le string en chambre, tu sais, le machin. Il manque plus que les boules de geisha fournies avec un récipient à composter la cyprine. Un peu de délicatesse dans ce monde de brut. International, aucun rapport, la Corse. Bon, Marseille, mais en version bucolique, hein, c'est quand même plus joli. Et la Corse, cet endroit merveilleux où dès que t'as une maison, t'es persuadé que Colonna est innocent. Oui, c'est vrai. Mais bon, en Corse, c'est un pays où on prend tout au pied de la lettre, c'est vrai. La preuve, chez eux, il y a une vraie saison morte. 15 morts depuis le début de l'année. C'est pas non plus, je veux dire, en Syrie, quand il y a 15 morts par jour, les gens ils disent « Ah ouais, c'est en train de s'arranger. » Bon, évidemment, tout le monde s'en fout de la Syrie, a raison. Encore un pays qui a mal choisi ses voisins. Alors, je suis désolé, quand t'es d'accord d'être entouré par la Turquie, Israël, le Liban, l'Irak et l'Iran, enfin, c'est que t'aimes avoir des problèmes, quand même. Non, à propos de voyage, la Syrie, ça doit vous parler, vous, Lopez, le voyagiste nature et découverte de la star en mal d'altruisme ethnologique. En tout cas, votre émission prouve un truc, c'est qu'il n'y a pas de star dans les pays pauvres, parce que la version retour n'existe pas, quoi. Et je me suis demandé pourquoi vous emmenez toujours les gens chez des pauvres. Il n'y a personne qui a réussi dans les pays que vous fréquentez. Ça, c'est juste le... Bon, voilà, après... Non, mais moi, vous m'emmenez un jour, je sais pas, en Corée du Nord, je préférais aller chez le dignitaire du régime que chez le paysan affamé, quoi, je veux dire. Ou chez Kim Jong, tu vois. Et il paraît qu'il a une cave superbe, quoi. Ah ouais. Mais ça, c'est un truc, c'est boire du Pétrus à Pyongyang en contemplant une statue de Lénine. Ça doit être une volupté qui vous dépasse, quoi. Sinon, dans les infos un peu annexes, bon, il y a les salopes qui défilent à Aix. Enfin, les salopes, c'est elle qui s'appelle comme ça, Slut Walk, t'as vu, ouais. Alors, c'est un mouvement qui dit « Ma jupe courte n'est pas une invitation ». Ah bah, quand on voit les photos, je peux dire que le reste non plus, quoi. Sinon, sport, le Japon a battu la France, mais la France a fait match nul contre l'Espagne.
Super. C'est complètement surréaliste, quoi. C'est qui les entraîne, quoi. C'est Salvador Dali, André Breton. Tu veux. La prochaine étape, c'est quoi? Mettre 5 buts au Brésil et en prendre 22 des îles Féroé? Des bonnes nouvelles, sinon, cette semaine. Alors, il y a la Black Fashion Week. J'ai vu les photos. Que de chemin parcouru depuis Tintin au Congo. Et puis, c'est une bonne nouvelle, l'Europe vient de recevoir le prix Nobel de la paix. C'est-à-dire un truc jusque-là réservé aux pays pauvres. Ça a du bon, le déclin, hein. Alors, la belle Lali. C'était Castor Proust. Je vous retrouverai ici la semaine prochaine. Et d'ici là, sur canalplus.fr, vous pouvez suivre l'actu de l'émission et réagir sur Twitter via le compte L'Éthérien et le hashtag SLT. On passe maintenant à notre invité du samedi. Abdelhak Edouk, bonsoir. Vous êtes né le 14 octobre 1961 à Casablanca, au Maroc. Père grutier, mère femme au foyer. En 1968, vous n'avez pas encore 7 ans. Votre père est recruté par un entrepreneur français pour aller travailler dans l'Hexagone. Sur le plan religieux, votre famille n'est pas du tout impliquée, pas de prière, seulement le ramadan par tradition. À l'époque, effectivement, la religion musulmane, c'était plutôt culturel qu'autre chose. Alors, à l'adolescence, vous êtes un jeune homme un peu turbulent. Vous fumez, vous buvez et vous collectionnez les aventures amoureuses. J'étais un jeune comme tout le monde. Voilà. Et puis un été, vous allez avoir 16 ans, alors que tous les soirs, après la rupture du jeûne, du ramadan, vous vous retrouvez avec vos potes sur un coin de trottoir aménagé avec des tapis et des coussins pour jouer aux cartes. Vous remarquez que certains se lèvent et s'en vont, souvent sans dire au revoir. Mais tout le monde comprenait où ils allaient. Ils allaient faire la prière du soir. Voilà. Et puis ils revenaient. Bon, ça dérangeait personne. Et puis ça se faisait sans aucune ostentation. Un jour, ils s'en vont tous, et là, vous leur dites « Attendez, je viens avec vous ». Et là, pour la première fois de votre vie, vous mettez les pieds dans une mosquée. Alors, à partir de là, vous plongez dans des lectures théologiques et vous découvrez que tout ça vous passionne. Vous arrêtez l'alcool, vous arrêtez les cigarettes, vous arrêtez les flirts sans lendemain pour vous concentrer sur votre étude. Alors, autour de vous, personne n'y croit, hein, on vous dit. Pas du tout, parce que, bon, vu un petit peu ce que j'étais quelques mois avant et ce que je suis devenu quelques mois après, c'était un contraste incompréhensible, si vous voulez. Alors, en 1980, votre famille rejoint votre père en France. Vous venez l'année suivante. Alors, vous faites 2 DUG à Nancy, une licence à Bordeaux et une maîtrise à la Sorbonne. Pas mal. Oui, mais bon, j'espérais mieux, mais bon, voilà. C'est pas mal. Alors, vous deviendrez donc traducteur-correcteur dans une maison d'édition. Parallèlement, vous vous impliquez dans le monde associatif musulman. Vous commencez à faire des lectures, des conférences et même des prêches. Des fois, vous remplacez l'imam. Oui, tout simplement, parce qu'il faut imaginer, même aujourd'hui, l'islam de France, on parle beaucoup de l'islam de France, mais on ignore que c'est une coquille vide en quelque sorte, au niveau structurel, je veux dire. Pas en tant que présence musulmane, pas en tant que foi, mais en tant que structuration, c'est vraiment une coquille vide. Et puis, un jour, en 2003, le recteur de la mosquée d'Évry vous propose de devenir aumônier en prison. Alors, vous refusez. Absolument. Quelques jours plus tard, il vous fait passer une enveloppe. Vous attendrez 6 mois pour ouvrir cette enveloppe. Et quand vous l'ouvrez, c'est le choc. Absolument. Vous voyez des phrases genre « Monsieur l'aumônier, indiquez-moi les heures de prière. Monsieur l'aumônier, j'ai fait une bêtise, comment me repentir ?» Alors là, vous êtes bouleversé par cette lecture. Vous regrettez amèrement d'avoir laissé cette enveloppe dormir pendant 6 mois. Et vous êtes prêt à tout laisser tomber pour ça, en fait. Oui, parce que le monde carcéral, c'est un monde qu'on n'y pense jamais. Et donc, on me propose d'aller en prison. Je dis, de toute façon, je n'ai pas que ça à faire, franchement, pas question. Et puis, le choc, effectivement, en lisant, il y avait presque une dizaine de courriers, des petites phrases. Mais ces petites banalités deviennent tellement importantes pour celui qui est privé de sa liberté. Et puis, il faut comprendre aussi la situation des détenus de confession musulmane dans les prisons françaises. C'est qu'ils voyaient que leur co-détenu chrétien ou juif qui peut recevoir est accueilli par l'aumônier. Et puis lui, il n'a ni aumônier, ni fête, ni rien. Donc vous comprenez un petit peu cette frustration. Alors vos actions, c'est des actions de routine, apporter un Coran, apporter un tapis de prière. Et puis vous avez aussi des confessions insoutenables. Le type qui vous dit...
j'ai tué ma femme et mes enfants. Et après, il vous dit, pire, je les ai égorgés. Qu'est-ce qu'on fait dans ces cas-là? Alors là, en fait, vous ne montrez pas votre dégoût, parce que si vous le faisiez, cet homme sombrerait dans le désespoir. Alors vous lui dites, bah, finalement, tu as fait le mal, c'est certain, mais essaye de te racheter dans le restant de ta vie. C'est tout ce que vous pouvez lui dire, en fait. Bah, vous savez, l'aumônier musulman, c'est comme toute autre personne. On n'a pas le droit d'apporter un jugement sur l'autre. Mais effectivement, intérieurement, c'est insoutenable. On n'est pas préparé, il faut le dire. On n'est pas ni psychiatre, ni psychologue, ni rien du tout. On n'a pas fait de stage. Voilà, on est plongé dans ce monde de l'inconnu. Et c'est vrai, c'est très dur. Et puis, peu à peu, vous voyez certains détenus plongés dans l'extrémisme. Alors, c'est toujours pareil, hein. Vous dites, c'est le loup dans la bergerie, quoi. C'est des types qui sont des radicaux et qui contaminent les autres, finalement. Les discours de ces gens-là, c'est tout ce que tu as fait par le passé, c'est pas grave. Dieu te le pardonnera si tu es musulman. 2, tu es en prison, non pas à cause de toi, mais parce que l'État français est islamophobe. Et 3, les mécréants ne peuvent pas nous juger, seul Dieu peut nous juger. Alors évidemment, quand vous tombez sur des mecs comme ça, qu'est-ce qu'on fait? Oui, mais déjà, on est choqué. Si vous voulez, cette conception du pardon, c'est quelque chose qui fait partie de la religion musulmane, comme dans toutes les religions. Oui. Mais elle n'est pas faite pour encourager l'individu à continuer à faire le mal. Mais pour lui dire, bon, ce qui est fait, maintenant tu repars à nouveau, donc voilà, renforce-toi et essaie de faire le bien. On ne peut pas les isoler, ceux-là? Écoutez, ça c'est pas du ressort de l'homme, bien entendu. On pourrait penser quand même qu'il y a des quartiers avec des islamistes radicaux qui ne puissent pas contaminer les autres. Ça serait quand même une mesure de salubrité publique, oui, non? Alors il faut souligner, si vous me le permettez, tout d'abord que c'est une toute petite minorité. Oui, il y a 200 islamistes radicaux en France dans les prisons. Dans les prisons. C'est rien du tout. C'est une petite minorité. Et la majorité qui est influencée, et ils ne le savent pas, ils pensent que c'est ça la vérité, c'est l'islam qu'on leur présente. Mais comment vous faites, vous, quand vous tombez sur un islamiste radical, vous lui dites quoi? Disons que moi j'ai un principe que je recommande à tout le monde, c'est qu'il faut toujours laisser l'autre parler. Il faut le laisser dire ce qu'il a envie de dire, et c'est après prendre élément par élément et déconstruire un petit peu sa pensée, pas pour lui, parce que c'est très difficile de les détourner de leur voix, mais pour protéger les autres qui sont influençables. Heureusement que vous avez fait la Sorbonne, hein, quand même. Parce que, pour déconstruire... Alors, vous dites qu'on assiste quand même à la naissance d'un islamo-banditisme. Alors, ils ont une barbe, un calot sur la tête, mais en fait, à l'intérieur, c'est des grands délinquants. Il faut comprendre que ceux qui glissent vers le radicalisme, ce sont des gens qui n'ont aucune construction intellectuelle de la religion et n'ont pas une connaissance approfondie de la foi, mais tout simplement, ils reproduisent un petit peu ce qu'ils faisaient avant d'entrer en prison avec une coloration parce qu'on leur a dit. C'est pas grave parce que ce ne sont pas des musulmans, tout simplement. Alors, une question qui me brûle les lèvres, c'est quand il y a Mohamed Merah, par exemple, il y a Boubacar qui dit c'est pas bien, mais pourquoi les musulmans ne sont pas plus nombreux et ne crient-ils pas plus fort leur désaccord? Les musulmans, depuis une dizaine d'années, crient fort, mais personne ne veut les entendre. La quasi-totalité des imams ne cesse de faire des prêches dans ce sens, mais on ne veut pas nous entendre. Qu'est-ce que vous voulez qu'on dise de plus? On a des déclarations, on a des articles, on a nos représentants au sein du Conseil français du culte musulman qui disent la même chose. Il faut manifester. Oui, mais manifester, pourquoi faire? Pour dire on n'est pas d'accord, Mohamed Merah ne peut pas faire ça au nom de l'islam. L'islam, c'est pas ça. Vous savez, la structuration de l'islam de France n'est pas aussi forte. On parle des musulmans de France, on parle de l'islam de France, on parle des représentants. Mais est-ce que vous pouvez imaginer une seconde que le Conseil français du culte musulman fonctionne avec 0 € de budget? Il fonctionne avec des bénévoles. Comment voulez-vous que ces représentants, que ces responsables puissent un petit peu mobiliser? Aujourd'hui, vous savez très bien, faire une manifestation, quand on n'est pas outillé, quand on n'est pas bien organisé, quand on n'est pas... Il y a des risques de dérapage. Par contre, on est dans un pays où il y a la liberté de la parole, qu'on nous donne aussi le temps, les moyens et les possibilités pour pouvoir nous exprimer. Pour ça, vous êtes là. Je vous en remercie. Alors, Samia. Vous avez dit quelque chose qui m'a un peu... qui me choque. Quand vous dites pourquoi les musulmans ne vont pas manifester. Pourquoi lorsqu'il y a un meurtre, un chrétien qui tue quelqu'un, pas tous les chrétiens... Il ne tue pas quelqu'un au nom de la foi chrétienne. S'il y avait des gens
qui tuaient des gens en disant « je te tue parce que Jésus-Christ m'a demandé de te tuer », je pense que les évêques, on les entendrait en disant « la religion catholique, c'est pas ça ». Mais les dignitaires musulmans, je crois qu'ils ont dit ce qu'ils avaient à dire, Pas il me assez semble. fort, Mais pas parce assez qu'ils l'ont fort. dit à plusieurs reprises, effectivement. Peut-être qu'on les entend pas beaucoup, on leur donne pas assez beaucoup. la parole. La preuve, c'est qu'aujourd'hui, quand vous leur donnez la parole, ils sont capables de s'exprimer et s'exprimer bien. correctement. Par contre, juste une chose, c'est que aussi les musulmans de France se sentent avant tout français. Et quand quand on est capable de tuer des enfants, quand on tue quelqu'un, ils ne le partagent pas, ils sont dans la souffrance oui, aussi. je sais bien. Non, mais c'est important de le dire. La majorité, enfin, je veux dire, c'est la minorité qui est dans l'extrémisme. Et la majorité des Français, qu'ils soient musulmans, pratiquants ou pas pratiquants, condamnent, croyez-moi, au quotidien, tous ces faits. Les musulmans sont français et ils sont touchés comme tout le monde quand ils regardent la télévision. Moi, je propose juste que tous les Français descendent dans la rue pour manifester contre ces extrémistes, quels qu'ils soient. Oui. Voilà, parce que je pense que c'est sera la meilleure des réponses et vous verrez qu'il y aura beaucoup de jeunes et de musulmans, Beaucoup de Français musulmans avec Français eux. musulmans qui seront dans la rue aussi pour le dire. Merci de votre témoignage. Je vous en prie. Voilà, c'était Salut les Terriens, votre talk du samedi avec Frédéric Lopez pour la parenthèse inattendue le mercredi 31 octobre sur France 2. On va tous y passer aussi sur France Inter tous les jours, du lundi au vendredi, de 11h à 12h25. Samia Ghali, merci d'avoir été avec nous, sénatrice des Bouches-du-Rhône et maire des 15e et 16e arrondissements de Marseille. Michel Onfray, qui nous a quittés pour rendre la raison populaire chez Autrement et l'abrégé de Nice chez J'ai lu. Frédéric Ploquin, merci Frédéric. Frédéric Ploquin de Marianne. Et Abdellah Kedouk, merci beaucoup. Merci de votre témoignage. Merci à tous ceux qui m'ont aidé à faire cette émission. Salut les Terriens. Et pour être sûr de ne rien rater de Inarditube, abonnez-vous et mettez un pouce bleu.